Sans cesse au quotidien la harceler. Tout a été filmé, photographié, enregistré. La malheureuse princesse est morte sous l'œil des caméras. Une princesse ne peut pas mourir normalement. Mais c'est pas possible. Dans un conte de fées, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Elle est belle, elle est jeune, elle a des ennemis. Elle a des ennemis à la cour, terribles, sa belle-mère. Non mais vraiment, là, on est dans le conte de fées. Donc, il faut que quelque chose se passe et se passe mal. Et là, le complot est formidable parce que il n'est pas envisageable que Lady Di meure d'un accident de voiture. L'accident de voiture, c'est la chose la plus banale, la plus terrible, mais qui peut concerner tout le monde. Dans ce monde de l'automobile du XXe siècle, l'accident de voiture, c'est la mort brutale, mais qui peut concerner n'importe qui, le facteur, un agriculteur, donc pas Lady Di. Il faut du complot là-dedans. Nous savons aujourd'hui que le couple était littéralement traqué par les paparazzi et qu'il avait ordonné au chauffeur de la Mercedes dans laquelle il avait pris place d'accélérer pour tenter de semer la meute. La Mercedes a négocié le virage du tunnel de l'Alma à près de 150 km à l'heure. Il y a par ailleurs un survivant, le garde du corps de Lady Di, Trevor Rhys-Jones, qui était assis à la place avant droite et a été gravement blessé. Il a tout vu. Il a vu un accident. Le contexte de l'accident, il est le suivant, c'est que quand on arrive sur le pont d'Alma, je connais très bien le lieu pour avoir fait des courses-poursuites avec des voleurs de voitures à cet endroit. Et il y a un décrochage à l'entrée du pont. Il y a un léger décrochage. Et le chauffeur, qui va sans doute trop vite à l'entrée du pont, ce qui est clair, sans compter ce qu'il a pris avant, alcool et médicaments, font de lui sans doute que les micro-réflexes ne marchent pas comme ils doivent marcher à cet instant. Donc il conduit une voiture qu'il connaît pas, à savoir une grande remise. Pour conduire une grande remise, il faut un certain permis, il faut un toucher de volant, etc. Et il aborde le pont très très vite. Et il va éviter dans un premier temps cette voiture Fiat. Il va l'éviter, il va la toucher très peu. Et très vite derrière va arriver une BX. Et c'est à ce moment-là qu'il va donner le coup de volant fatal où il va prendre le pylône de plein fouet. À cet instant, le chauffeur va mourir sur le coup. Dodi Al-Fayed va mourir sur le coup encastré dans le siège avant. Il va en perdre même son pantalon tellement le choc est violent. Personne n'est attaché à l'arrière. Le garde du corps va se fracasser la tête et la mâchoire en ayant sa ceinture. Et Diana va percuter de pleine face le siège avant du garde du corps. Elle va donc s'arracher une artère pulmonaire, ce qui va causer sa mort, qui selon les grands spécialistes était inévitable, même si elle a été gardée en vie très longtemps par rapport à ce qu'elle aurait pu, parce que voilà, les gens du SAMU ont fait le boulot, et elle va s'arracher une valve pulmonaire et elle va décéder des suites de son accident. En fait, on va apprendre une chose, c'est que c'est pas le choc frontal qui va la tuer, c'est le deuxième choc, c'est-à-dire que c'est le véhicule, il va faire pratiquement une embardée sur la droite et il va venir se plaquer contre le mur du pont de l'Alma, et c'est là où elle va avoir le choc fatal. Mais elle verra Dodi Al-Fayed mort, elle comprendra, elle dira « mon Dieu », avant de sombrer dans un coma dû à la perte de son sang. De nombreuses thèses conspirationnistes ont cependant fleuri assez rapidement. Le principal artisan du doute est Mohamed Al-Fayed, père de Dodi et milliardaire égyptien, propriétaire entre autres de l'hôtel Ritz à Paris et du magasin Harrods à Londres. Il clame dès 1998 que Diana et son fils ont été assassinés par les services secrets britanniques. Le commanditaire du meurtre ne serait autre que la couronne d'Angleterre. Celle-ci
ne pouvait accepter qu'un musulman égyptien devienne le beau-père du futur roi d'Angleterre, affirme le milliardaire. Selon lui, son fils venait d'acheter une bague de fiançailles chez un joaillier parisien et le couple avait l'intention d'annoncer la nouvelle de son mariage le 1er septembre 1997. De plus, affirme Mohamed Al-Fayed, Diana était enceinte. Le contre-espionnage britannique, le MI6, qui avait mis le couple sur écoute, en aurait directement informé la reine Elisabeth II. La souveraine aurait alors autorisé un meurtre d'État. Cette théorie du complot se répand rapidement, principalement dans le monde arabe. La reine aurait fait tuer Lady Di pour éviter qu'un arabe puisse un jour postuler au trône britannique. Mohamed Al-Fayed, c'est un phénomène très très curieux. C'est quelqu'un qui est devenu extrêmement riche par ses travaux, notamment au Moyen-Orient, dans le Golfe, par la construction des Émirats qui allait peser beaucoup sur la culture britannique jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'était que le début. Et il a cherché une légitimité en achetant des bijoux de la culture britannique, notamment Harrods. Il a acheté aussi le Ritz à Paris, donc il jouait sur plusieurs terrains. Il a acheté un club de foot avant que ça ne devienne très à la mode comme un espèce de passeport aux légitimités culturelles. Et puis il a acheté aussi un grand domaine en Écosse. C'est une figure fort excentrique. Et je pense que le fait que son fils, qui n'a pas fait grand-chose de sa vie. Il était un producteur de films à succès, mais on imagine bien en se servant de l'argent de son père. Le fait que lui, il fasse cette union avec la mère du futur roi d'Angleterre, là, c'est vraiment le jackpot pour quelqu'un comme Mohamed Al-Fayed, qui cherchait notamment la légitimité. Il cherchait à être accepté dans un pays qui n'est pas le sien. Et donc, je pense que peut-être la force de sa réaction, son départ dans des folies complotistes, est tout à fait proportionnelle à ce qu'aurait représenté le maintien et l'avenir de cette liaison. Mohamed Al-Fayed n'apporte cependant aucun élément de preuve. Ces allégations sont toutefois relayées par un grand nombre de sites complotistes qui avancent une multitude d'arguments troublants. On a d'abord retrouvé une grande somme d'argent dans les poches du chauffeur français Henri Paul, lui aussi décédé dans l'accident. S'agissait-il d'une rétribution? Henri Paul était-il payé pour un travail de surveillance? Dans ce cas, pourquoi est-il mort lui aussi dans l'accident? A-t-on voulu faire taire un témoin gênant? Autre élément curieux, ce soir-là, les caméras de surveillance du tunnel de l'Alma ne fonctionnaient pas. Une panne opportune ou une panne, tout simplement. Pire encore, la ceinture de Lady Di dans la Mercedes ne marchait sans doute pas, car la princesse n'était pas attachée. Il était cependant très rare à l'époque en France que les passagers des sièges situés à l'arrière s'attachent. Le SAMU a mis plus d'1 heure à transporter la princesse à l'hôpital. Pourquoi une telle lenteur? Pour la laisser mourir? La princesse a-t-elle été assassinée dans l'ambulance? En réalité, elle faisait une hémorragie interne. Rouler vite aurait pu aggraver son état. L'ambulance s'est déplacée à 10 à l'heure et a dû s'arrêter en chemin pour ranimer la jeune femme dont le cœur s'arrêtait déjà. On n'a jamais retrouvé une mystérieuse Fiat Uno blanche qui se trouvait dans le tunnel au moment du drame et a été emboutie par la Mercedes du couple. S'agissait-il d'un véhicule impliqué dans le meurtre? Était-il conduit par des paparazzis qui ont tenté de ralentir la Mercedes en roulant à faible allure pour permettre aux photographes à moto de la rattraper? Ou n'était-ce qu'une voiture qui passait par là?
Le corps de Diana a enfin été immédiatement embaumé. Voulait-on dissimuler la grossesse de la princesse? Craignait-on une autopsie? Ou bien a-t-on simplement préféré empêcher toute décomposition, l'accident étant survenu au mois d'août, dans une période de chaleur? On le voit, les arguments des conspirationnistes ne paraissent guère solides, ni ne semblent résister à l'examen. Ce qui est sûr, en revanche, c'est le fait indéniable que Diana s'était précédemment rebellée contre la couronne britannique. Non seulement elle a révélé publiquement la liaison entre son mari, le prince Charles, et Camilla Parker Bowles, mais elle a demandé et obtenu le divorce, en piétinant les us et coutumes des familles royales qui préfèrent jeter un mouchoir sur l'adultère. Cette femme divorcée, en guerre avec le palais de Buckingham, était par ailleurs la mère de 2 enfants, William et Harry. L'aîné, William, doit normalement devenir le prochain roi d'Angleterre. Diana serait devenue donc la mère du roi. Cette femme scandaleuse et populaire était certainement gênante. Je pense qu'il faut identifier quelques vraies singularités de l'époque qui ont fait qu'elle a incarné, au-delà de sa propre identité, quelques courants dans l'histoire du pays. Il faut se souvenir, c'était le tournant de la fin de l'ère de Thatcher et de Major. Il y avait un immense renouveau, une sensation d'espoir, d'ouverture avec l'arrivée au pouvoir quelques mois auparavant du gouvernement de Tony Blair. Et une espèce d'explosion d'une énergie qui avait été retenue pendant tout ce temps-là par un manque de moyens, par un conservatisme moraliste, et un moment d'un essor absolument incroyable dans la culture. Donc c'était une période d'une grande innocence, d'une immense ouverture d'énergie, d'expression, où pendant cette très très courte période, j'en ai vraiment le souvenir, le pays se réveillait, se sentait libre. Moi, on me prévient à mon service qu'il y a une haute personnalité qui vient d'avoir un accident grave. On ne donne pas le nom. Tout est flouté, tout est caché pour garder le secret de cet accident. Ce que je sais en arrivant sur place, c'est que on me prévient que Diana vient d'avoir un accident grave, qu'elle est entre la vie et la mort, que Dodi Al-Fayed est décédé, que le chauffeur est décédé, que le garde du corps est entre la vie et la mort également. Et ma mission, c'est de réceptionner Diana qui va arriver avec le camion du SAMU et de faire sa protection pour éviter évidemment les paparazzis, etc. Dans l'hôpital, dans l'urgence et surtout à l'entrée du bloc, même si le bloc est au 2e étage, enfin au 2e sous-sol, il y a quand même des complications pour sa sécurité. Donc je suis à sa proximité immédiate avec 2 de mes collègues. J'assiste à l'arrivée du père d'Al-Fayed, qui arrive avec ses gardes du corps, tel un mafieux. Moi, j'ai vu cette image, je le dis comme je le pense, et je vois le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, qui lui interdit l'entrée, qui lui dit non, elle n'est pas visible. Cet amas de ferraille témoigne de la violence de l'accident. 4 personnes se trouvaient à bord. Diana, son ami Dodi, le chauffeur et un garde du corps. Lady Diana était une personne très aimée en France. Une femme moderne, courageuse, sensible à la détresse humaine. Sa disparition sera ressentie douloureusement dans notre pays. Ça ne peut pas être un attentat à sa vie, ça ne peut pas parce qu'il aurait fallu trop minuter. Si vous voulez, elle revenait de Sardaigne, c'était très facile de faire un attentat sur son lieu de vacances. On pouvait la couler, on pouvait faire plein de choses. Là, il faut minuter un accident qui reste improbable. C'est impossible de minuter un tel accident. D'ailleurs, la brigade criminelle, quand elle a refait l'enquête, elle a scratché volontairement 2 Mercedes du même type pour refaire l'accident réellement comme si c'était passé.
tout a été fait avec sérieux, c'est impossible. Non, c'est impossible. Et ça, le côté policier est sûr que ce n'est pas un attentat à sa vie. L'affirmation de Mohamed Al-Fayed, selon laquelle Diana était enceinte de son fils Dodi, ne repose sur rien. C'est une fausse information. Pourtant, le milliardaire n'hésite pas à faire circuler dans les rédactions un faux certificat de grossesse à l'entête des hôpitaux de Paris, tandis que plus de 35 000 sites web répercutent sa théorie rocambolesque selon laquelle Diana a été assassinée par la couronne britannique parce qu'elle était enceinte de Dodi Al-Fayed. La première théorie du complot, c'est de dire que c'est la famille royale qui organise, et la reine, et surtout le prince Philippe, qui ont organisé un attentat. Alors le problème, à ce moment-là, était de dire, mais comment on a pu assassiner Diana en plein Paris sous un tunnel alors qu'elle était surveillée par de nombreux paparazzis, etc. Donc elle n'était pas une opération clandestine. Entre alors en scène un mystérieux ex-agent secret britannique nommé Richard Tomlinson. Cet ancien espion du MI6 publie en 2001, depuis la Russie mais en anglais, une sulfureuse autobiographie, La Grande Brèche, dont il dit lui-même qu'elle a été refusée par tous les éditeurs anglophones. L'ouvrage est farci de révélations ahurissantes, qu'il importe de soupeser avec une extrême prudence. L'agent y évoque notamment à plusieurs reprises la mort suspecte, selon lui, de Diana Spencer. Il affirme que le MI6 est directement responsable du trépas de la princesse. Selon lui, le chauffeur français de la voiture accidentée, Henry Paul, était appointé par les services secrets britanniques. Il ajoute que la méthode employée sous le tunnel de l'Alma est typique, selon lui, des assassinats clandestins du MI6. Pourquoi ? Parce que la princesse aurait été abattue par un pistolet flash. Le pistolet flash est un faux appareil photo qui tire quand le flash se déclenche. Tomlinson précise que le MI6 avait d'ailleurs auparavant planifié le meurtre du président de la Serbie, Slobodan Milosevic, au moyen d'un pistolet flash qui devait être déjà utilisé dans un tunnel. Le projet d'attentat aurait toutefois été abandonné. L'ex-agent énonce enfin que le MI6 aurait créé une unité particulièrement secrète, UKN, qui n'est constituée que de journalistes, de photographes, de paparazzi. Richard Tomlinson dénonce et redénonce, mais n'apporte évidemment aucune preuve, ce qui fait que son livre ressemble avant tout à un roman d'espionnage. Le 21 janvier 2014, le site conspirationniste wikistrike.com relance pourtant la polémique en prétendant fournir des éléments nouveaux et tangibles. Cette fois-ci, ce ne sont plus les Anglais qui sont accusés, mais les Israéliens. Alors, je cite, « La princesse Diana a bien été assassinée par les services secrets israéliens, en collaboration avec les services secrets anglais. L'agent à qui nous avons parlé, aujourd'hui réfugié au Liban, nous avait alors raconté le pourquoi et le comment du meurtre. La voiture a été contrôlée à distance, téléguidée, mais avant, il fallait que le chauffeur du Ritz boive pour ne pas éveiller les soupçons. Ce que nous apprenons aujourd'hui va dans ce sens. 1. La voiture a été déviée volontairement par le Mossad. 2. Le SAS est parti vérifier l'état de santé de Diana pour terminer ou non le travail. Sa mort serait donc le résultat d'une entente israélo-anglaise dont le seul but était d'empêcher le mariage de Diana avec Dodi Al-Fayed. Notons que Wikistrike fait ici intervenir le SAS. Le Special Air Service, SAS, est une unité d'élite de l'armée britannique comparable aux forces spéciales de l'armée des États-Unis. Selon ce scénario,
plusieurs services et unités se trouvent ainsi mêlés. Mossad israélien, MI6 britannique et maintenant SAS. Cela fait beaucoup de monde et beaucoup d'implications pour un seul crime. La mort de Lady Di, c'était l'écoulement un peu des espoirs de Mohamed Al-Fayed. On n'entend plus tellement parler de lui. Il a été mêlé à des problèmes de corruption dans le Parlement où il faisait des pots de vin à des députés pour poser des questions. Il s'est un peu accroché à son empire. Il a mis un mémorial à Dodi Al-Fayed, à Diana, un peu morbide, qui contenait soi-disant le verre à vin qu'elle utilisait au Ritz avec sa rouge à lèvres dessus. Et puis il a fini par vendre. En fait, il a vendu Harrods au fonds souverain qatari. Donc il s'est retiré petit à petit de la vie. C'était un peu la fin de ses espoirs. On peut mesurer sa réaction et son acharnement à prouver que la mort de Lady Di était un meurtre, et de son fils aussi, par aussi la force, la folie de son désir de prouver un lien, de s'enraciner dans une culture qui n'est finalement pas le sien. Alors, pour reprendre le titre du très bon livre du journaliste Jean-Michel Karadec qui a mené l'enquête, qui a tué Lady Di? La reine d'Angleterre, désirant oxyre la scandaleuse épouse? Une équipe spéciale de tueurs anglais? Des Israéliens pour le compte des services secrets britanniques? Les paparazzi qui la serraient de trop près et ont fait déraper sa voiture? Son chauffeur Henry Paul, qui s'est révélé être ivre quand il a pris le volant ce soir-là? La mystérieuse Fiat Uno, qui a été endommagée par le véhicule hors de contrôle? Il faut revenir à une perception de l'état général des choses, de la singularité du moment, du fait que tout s'ouvrait et il y a eu cette rupture assez brutale. Et je pense que plusieurs gens en témoignent. Le metteur en scène Peter Brook, qui était à Londres à l'époque de son enterrement, était époustouflé du fait qu'une ville tout entière se met dans la silence, dans la méditation et dans la concentration. C'est très anti-britannique. Donc je pense qu'il y avait une espèce de potentiel d'hystérie générale parce qu'il y avait un renversement de quelque chose qui était une valeur sûre de la réalité. Les autorités britanniques ont diligenté une méticuleuse enquête officielle. En 2008, un rapport de 800 pages a conclu que Lady Diana Spencer et Dodi Al-Fayed avaient bel et bien été victimes d'un banal accident de la route. Mais il en faut beaucoup plus pour faire taire les éternels tenants du doute radical.